Parce que c'est la crise ivoirienne et libyenne qui vont changer le visage du monde, qui va faire entrer le monde dans le 21e siècle. Ou du moins les populations, pas les États, parce que les institutions actuelles ne sont pas des institutions du 21e siècle. Par contre, le mindset des populations, c'est un mindset du 21e siècle. Donc les États sont en retard par rapport, nos institutions sont en retard par rapport au mindset des populations, à la mentalité des populations. Donc, moi, quand j'étais en Russie, on m'a dit que les Russes et les Chinois se sont laissés avoir par la France, qui est venue faire un lobbying pour leur dire oui, oui, venez, on va renverser Laurent Gbagbo. Entre guillemets, je caricature, mais en vrai, c'est l'idée qui est là. Et qu'est-ce qui va se passer? Et à partir de là, les Chinois et les Russes vont se rendre compte qu'ils ont fait une connerie. Donc, c'est à partir de la crise ivoirienne et libyenne en 2011 qu'ils vont refuser de soutenir l'aventure occidentale contre la Syrie. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc, c'est à partir de la Syrie que, justement, le monde va basculer complètement au 21e siècle. Malheureusement, Laurent Gbagbo et Kadhafi vont être victimes de la fin du 20e siècle. Donc, ça veut dire que le 20e siècle s'est prolongé, même au 21e siècle. C'est comme ça, d'ailleurs. Même la fin de l'Empire romain. Là, c'est vrai que tu es dans des repères historiques que je l'entends, c'est ta démarche scientifique, c'est clair. Mais lorsqu'on voit les choses de manière factuelle, comment ça s'est passé, on prend le cas de la Côte d'Ivoire. À l'ONU, forcément, la voix de certains pays africains, qu'on le veut ou pas, et ça c'est une réalité tangible apportée par la France. Donc lorsque la France, Sarkozy prend cette résolution de 1975 pour donner mandat à l'ONU de bombarder Laurent Gbagbo, malheureusement, c'est ce qu'on a vu et ce qui s'est passé en Libye, c'est clair que je ne pense pas que ce soit ces faits qui aient fait que les Russes ou les Chinois ne soient pas embarqués dans l'aventure syrienne. Pourquoi? Je le dis d'autant plus que les intérêts peut-être en Côte d'Ivoire et ceux en Libye étaient peut-être moindres par rapport à la Syrie. La Syrie reste quand même, voilà, ça reste autre chose. Non, il n'y a pas que ça, parce que, vous savez, la géopolitique, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'adore les textes de Huntington, parce que, en fait, la géopolitique, c'est pas seulement les intérêts, c'est aussi un rayonnement. Et à l'époque, la Russie, nous sommes en 2011, la Russie n'était pas encore un pays qui voulait rayonner. C'est pas la Chine aussi, à ce moment, ne rêvait pas encore du rayonnement. Alors qu'aujourd'hui, il y a une volonté pour les Chinois et les Russes de rayonner différemment, de donner une image totalement différente, d'être des leaders d'un autre monde. Et ça, c'est complètement, ça change, parce que aussi, les gens croient à tort, et ça, on le sait depuis, on se rend compte, si on part de ce qu'on appelle le traité de Westphalie, avec Mazarin et Richelieu, les gens pensent que la France a fait des guerres ou a pris des décisions parce qu'elle avait des intérêts. Non, parfois les pays prennent des initiatives géopolitiques pour des raisons de rayonnement, pour des raisons d'image. Et ça, c'est très important. Et donc, à partir de la Russie, à partir de la Syrie, même si la Russie n'était pas encore puissante, elle avait besoin justement de marquer un territoire, un truc symbolique qui va dire effectivement quelqu'un ne compte pas pour du beurre. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas que les intérêts qui comptent dans la géopolitique, il y a aussi l'image qui compte. Et ça, les gens, le common people le raisonne comme ça. Pour moi, qui ai la chance actuellement de pouvoir raser les murs des diplomates, je sais très bien que l'image, effectivement, compte plus parfois aussi compte autant que les intérêts. Oui. Parfait. Si on revient à la réalité ivoirienne, justement, lorsque vous découvrez, on va dire, cette injustice qui est faite à Laurent Gbagbo et qu'à partir donc, de 2023, vous saisissez de ce dossier, quelles sont les démarches que vous menez? Alors, la première des choses, d'abord, dans un premier temps, faut dire que donc, je commence fin octobre, début novembre à travailler sur la Côte d'Ivoire. J'ouvre mon compte TikTok février. J'ai fait ma première vidéo aux alentours de mi-février, comme ça. 2024. 2024. Et à partir donc j'étais tout seul. À ce moment, je ne connaissais pas la communauté ivoirienne. J'étais tout seul dans mon coin. Je faisais les vidéos et tout ça pour le partager. Et puis, je commençais à avoir des abonnés, des gens qui venaient m'écouter. Ça montait, quoi. Puis, les vidéos montaient et les gens voyaient tout ça. Et puis, à partir du mois de septembre, avant que je parte en Ouganda, parce que je devais intervenir dans plusieurs trucs en Ouganda, donc au début de l'été, avec la fin de l'été, au début du mois de trucs, donc j'étais en Ouganda. Et puis, je me rends compte d'une chose qui est très intéressante, c'est que au lieu de dénoncer, je pouvais passer à autre chose. Pourquoi? Parce que moi, je suis un grand lecteur de Balzac. Balzac, j'ai commencé à lire Balzac à l'âge de 11 ans. C'est grâce à ma grand-mère. Et ce que j'ai appris avec Balzac, c'est dans le colonel Chabert. Il dit que très souvent, les lois sont dominées par les mœurs. Et dans le cas espèce ivoirien, on se rend compte de ça. Donc, je me suis dit, bon, on ne va pas laisser les mœurs dominer la loi ou les lois. Et quand je dis les mœurs, j'entends pas l'oubli,
l'absence de mémoire. Les gens oublient très vite, parce qu'il y a quand même pas mal beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, le représentant de l'ONU, il a menti sur les chiffres ivoiriens, il a parlé de 3000 morts, alors que des enquêtes indépendantes officielles parlent de 20 000 morts, ne serait-ce que dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a menti sur les chiffres et il a osé, dans un discours, le représentant de l'ONU, comparer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec ce qui s'est passé au Libéria pour minimiser ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comme si les morts, on les évalue au nombre et non à la valeur de la vie humaine. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à partir du mois de septembre, quand j'étais en Ouganda, je rêvais simplement de passer à l'action. Et pour passer à l'action, il fallait que je pense à demander, puisque j'avais déjà lu des travaux de Leslie Varenne. Donc je réalise effectivement que la Cour pénale internationale était arrivée au bout du souffle. Parce que d'ailleurs même Leslie Varenne, elle appelait la Cour pénale internationale la Cour pénale des incapables. Donc la Cour pénale était morte avec l'affaire Babo. C'est-à-dire que le procès de Babo et de Charles Billy Goudé a entériné la fin officielle de la Cour pénale internationale. Qu'on le veuille ou pas, la Cour pénale internationale est agonisante. On va la remplacer. Donc la Cour pénale internationale ne peut pas s'occuper de l'affaire ivoirienne. Il faut que les Ivoiriens tournent le dos définitivement à la Cour pénale internationale pour une raison très simple. La Cour pénale internationale, et c'est même pas moi qui le dis, c'est la journaliste indépendante Fanny Pigeot qui le dit, la Cour pénale internationale est un instrument géopolitique qui a été mis en place par les Occidentaux pour perpétuer ce qu'on appelle la clochardisation d'un certain pays du monde, notamment les pays du Sud. C'est pourquoi il n'y a que les présidents des pays du Sud qui sont amenés à la Cour pénale internationale. Deuxième chose, je me rends compte que en vertu d'un certain nombre puisque ce sont les pays occidentaux qui financent la Cour pénale internationale, d'ailleurs le procès de Babo a été suspendu pendant 2 ou 3 mois parce que la Cour pénale internationale n'avait pas les moyens. Donc il est impossible de traduire Nicolas Sarkozy qui a violé la souveraineté de la Côte d'Ivoire à la CPI, c'est pas possible. Donc je me suis dit, il va falloir penser la chose autrement. Et pour penser la chose autrement, il faut demander la mise en place d'un tribunal pénal international. Voilà. Et la mise en place de ce tribunal pénal international répondait à quoi? Ça répondait pour nous au besoin de dire, nous sommes, dans le cas espèce de la Côte d'Ivoire, face à ce qu'on appelle des crimes internationaux. La violation de la souveraineté nationale de la Côte d'Ivoire par Nicolas Sarkozy, alors que c'est la France, Mazarin et Richelieu qui étaient là au traité de Westphalie au XVIIe siècle, qui ont décidé du respect de la souveraineté extérieure et de la souveraineté intérieure. Donc si les Français eux-mêmes violent la souveraineté extérieure de la Côte d'Ivoire, c'est à la France qui doit être le premier pays à payer ça. Donc il nous faut un tribunal qui soit susceptible de juger Nicolas Sarkozy. Ne serait-ce que ça déjà. Dans le cas de la Côte d'Ivoire. Dans le cas de la Côte d'Ivoire. Okay. En tant que quoi? Parce qu'il a violé la souveraineté extérieure de la Côte d'Ivoire en demandant aux forces françaises de bombarder la résidence de Laurent Gbagbo. Même s'il dit qu'il a agi sur résolution des Nations Unies, on va demander, c'est là encore, à partir de ce moment-là, on peut demander à ce tribunal pénal international de convoquer Ban Ki-moon et de convoquer le représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire. Ça, c'est très important de le faire. Et en le faisant, on va faire basculer définitivement les institutions et des pays africains et les institutions du monde dans le 21e siècle. Parce que les institutions que nous avons actuellement, ce ne sont pas des institutions du 21e siècle, ce sont des institutions du 20e siècle. Et le 20e siècle, ça a été le siècle de la castration des populations, c'est-à-dire une partie de la population qui est considérée, parce que c'est le siècle de la colonisation, donc les peuples civilisés et les peuples non civilisés. Nous avons des institutions aujourd'hui, même le FMI participe de ça en fait. Donc avec la Côte d'Ivoire, on a la possibilité de faire entrer le monde dans le 21e siècle définitivement. Et comme je vous l'ai dit tantôt, les populations sont déjà dans le 21e siècle. Ce sont les institutions qui sont en retard par rapport aux mentalités des populations. Donc, avec un tribunal pénal international, on pourra avoir Nicolas Sarkozy, on pourra avoir Ban Ki-moon, on pourra avoir le représentant général de l'ONU en Côte d'Ivoire, on pourra avoir l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ce sont des grands noms que je cite et ça fait peur. On peut m'éliminer demain matin pour avoir dit ça, on peut me tuer tout de suite pour avoir dit ça. Mais il faut quand même... Non, mais une chose est d'avoir une initiative, une chose est de rendre concrète cette initiative. Peut-être lorsque si ce tribunal, je dis n'importe quoi, est mis en place, demain on pourra peut-être, mais là vous êtes en train de mettre des idées, je ne pense pas que sur la base de certaines idées, on peut chercher à t'éliminer. Le plus important c'est d'avoir une idée, parce que vous savez, une fois je me souviens, je partais à Hong Kong et j'étais dans un avion avec un homme d'affaires américain. Il me dit, vous êtes brillant, mais vous n'êtes pas encore intelligent. Parce qu'on a passé 13 heures ou 14 heures de vol à discuter. Il était là, il ne comprenait pas comment j'ai fait pour avoir autant de livres, autant de trucs dans ma tête et tout. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire et à un moment donné, il me dit, quand on arrive à l'aéroport de Hong Kong, il m'invite à prendre un café parce qu'il est séduit par ma culture. Il me dit, vous êtes brillant, mais vous n'êtes pas encore intelligent. Il dit non, l'intelligence, ce n'est pas seulement d'avoir des idées, parce que n'importe quel enfant qui commence à parler peut émettre des idées. Mais l'intelligence véritable, c'est la capacité de transmuter
une idée en action. Tout à fait. Dès que l'instant où on a émis l'idée, elle peut se transformer en action. Donc c'est déjà, émettre une bonne idée, c'est déjà un danger. Pour revenir à ça, c'est-à-dire que si on a un tribunal pénal et que ensuite il y a pour moi, ce qui m'intéresse ici, ce ne sont même pas les acteurs ivoiriens, parce que les acteurs ivoiriens, on les connaît tout de suite. Mais ce sont les acteurs étrangers. Et les Ivoiriens veulent régler un problème inter-ivoirien en ignorant les causes externes et les causes extérieures de ces éléments-là. Vous ne pouvez pas résoudre le conflit ivoirien si Sarkozy ne paye pas. Si, dans le cas du bombardement de Bouaké, on sait que les commanditaires sont français. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le procès qui le dit. Alors pourquoi, et pendant des années, on a menti sur le président Laurent Gbagbo. Les familles des victimes françaises ont déposé plainte contre Laurent Gbagbo au début du conflit, le 22 octobre 2004. Le 22 novembre 2004, une femme est allée au commissariat de Châtellerault pour déposer une plainte contre Laurent Gbagbo parce que c'est Laurent Gbagbo qui avait tué son fils en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de plainte. Et sur la base de quoi? Sur la base du mensonge de certains cadres, de certains généraux de l'armée française, comme le général Tourette, par exemple. Je cite le nom. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Je suis en train de dire une chose très simple. C'est qu'avec un tribunal pénal international, on pourra juger les acteurs extérieurs à la Côte d'Ivoire, y compris aussi les acteurs intérieurs. Et ça, la Côte d'Ivoire verra... Donc, justement, lorsque je parlais tout à l'heure de cette pétition dont on parle, tu ne serais pas à la base d'une pétition, somme toute, pour traduire le président Alassane Ouattara ou encore le président Guillaume Soro devant la CPI? Non, ce n'est pas le cas. Parce que, quelque part, c'est que ta démarche, elle est galvaudée. Toi, ta démarche, elle porte plutôt sur les acteurs extérieurs à la Côte d'Ivoire. Mais ce qui circule un peu, ces rumeurs qui circulent, et c'est pour ça qu'on a voulu t'avoir sur ce plateau, c'est de faire dire que non, tu es à la base d'une pétition pour emmener le président Alassane Ouattara et le président Guillaume Soro devant la CPI. Donc là, tu dis sur ce plateau, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je vais précisément penser. Je vais dire qu'en fait, dans cette affaire ivoirienne, j'ai eu un entretien avec Fanny Pigeot et je l'ai même eu en off. Elle parle, dans l'affaire ivoirienne, elle ne parle pas de crise ivoirienne, elle parle de crise franco-ivoirienne. Ok. Et nous, on parle de complot. Et quand on dit complot, dans une conjuration, par exemple, il y a les exécutants et les commanditaires. En l'espèce, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, c'est un complot énorme qui a duré 11 ans et qui a fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire, tant sur le plan économique que sur le plan humain, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Il y a des acteurs étrangers et il y a des acteurs intérieurs à la Côte d'Ivoire. Parmi les acteurs étrangers, je vous ai cité quelques noms, j'ai même oublié Charles Taylor, j'ai même oublié aussi Nicolas Sarkozy. Il y a certaines enquêtes même qui disent qu'il y avait des forces élites africaines à l'ouest de la Côte d'Ivoire pendant qu'on massacrait les populations civiles ivoiriennes. Voyez. Et ensuite, il y a les acteurs ivoiriens. Donc, qui veut dire que si on met un tribunal pénal international, il faut juger tous les acteurs, pas seulement les acteurs ivoiriens. Il faut juger aussi les acteurs étrangers. Or, ceux qui ont été traduits à la Cour pénale internationale, c'était que des acteurs ivoiriens. C'est-à-dire Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Et pourquoi on laisse Nicolas Sarkozy? Pourquoi on laisse les Dominique de Villepin? Donc tu n'es pas à la base d'une quelconque pétition pour emmener le président Alassane Ouattara? Non, non. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais. J'ai voulu quand même qu'on fasse en tout cas ce distinguo. Toi, tu milites plutôt pour la mise en place d'un tribunal pénal international de sorte à juger les acteurs extérieurs à la crise ivoirienne devant ce tribunal-là, spécialement dans le cas de la crise ivoirienne. Mais ta démarche ne touche pas, encore moins le président Alassane Ouattara ou d'autres acteurs. C'est un peu ça. En fait, s'il y a un tribunal pénal, effectivement, pour juger à la base, comme je vous l'ai dit, si je voudrais qu'il y ait un tribunal pénal, moi, à la base, je regardais les acteurs externes à la Côte d'Ivoire. Ok, là, on est bien d'accord. Sauf que si on touche les acteurs externes à la Côte d'Ivoire, on va toucher les acteurs intérieurs à la Côte d'Ivoire. Oui, mais ce qui est bien, c'est de savoir que tu n'es pas à la base d'une quelconque pétition dans ce sens. C'était bien à savoir. Vu qu'on parle quand même de la Côte d'Ivoire et que toi, tu as commencé à suivre l'actualité politique en Côte d'Ivoire depuis 2023, tu l'as dit tout à l'heure, et ce qui t'emmène à mener toutes ces démarches. Aujourd'hui, on voit que les élections présidentielles en 2025 en Côte d'Ivoire, c'est en octobre. Bien entendu, tu suis cette actualité. Si toi, aujourd'hui, tu as une lecture à faire, ce serait laquelle? Alors, c'est un peu compliqué parce que, vous savez, il y a trop de sang qui ont été versés en Côte d'Ivoire. Et la Bible dit, je ne suis pas religieux, hein, je suis profondément athée, je ne suis pas religieux, mais la Bible dit des choses très sensées. Quand Caïn tue son frère Abel, la Bible dit le sang de Caïn a crié jusqu'au ciel. Et aussi longtemps que les Ivoiriens et les Ivoiriennes ne vont pas s'arrêter pour rendre justice, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi, du comment et le où on va, la Côte d'Ivoire ne sortira pas de cette spirale infernale. Et la preuve,
M. Ouattara a été élu en 2010, nous sommes en 2025, 15 ans après, les frustrations sont là, les questions de justice sont là, parce que le sang innocent qui coule, s'il n'y a pas de justice, elle ne s'apaise jamais. Donc, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que les acteurs ivoiriens font pour moi, à mon humble avis, je peux me tromper, fausse route. Parce que quand moi j'écoute tous les acteurs politiques ivoiriens, à aucun moment, il n'est pas de la question de justice. À aucun moment. Et ils font comme si c'était un sujet marginal. Ils sont là, voilà, si je suis président, je vais faire ça, je vais élire ça. Même du côté de Laurent Gbagbo, j'entends pas parler de la question de la justice, alors qu'elle est centrale. Le sang des innocents ne peut pas tomber et puis on ne va rien faire. Or, quand on parle de justice, on parle de quoi? Vous savez, il y a une différence en droit constitutionnel entre la valeur et le principe. La justice est une valeur, mais elle n'est pas un principe. Mais en tant que valeur universelle qu'est la justice dans un état de droit, vous avez trois principes qui fondent le fonctionnement de la justice. C'est l'indépendance, voyez, c'est la gratuité et c'est la publicité. La publicité, c'est le fait que pendant un procès, tout le monde peut avoir accès à l'audience. C'est pour ça que le procès de Laurent Gbagbo était public. Et puis, on a la gratuité. Quand vous n'avez pas les moyens, on peut vous commettre un avocat d'office. Et puis, quand vous avez gagné le procès, la partie adverse est tenue de vous rembourser l'argent que vous avez mis en place, que vous avez engagé. Et puis ensuite, il y a l'indépendance, c'est ce qu'on appelle la séparation des trois pouvoirs. Et qu'en l'occurrence, ici, il est question de dire que le problème, c'est pour ça que j'ai dit encore une fois, les acteurs politiques ivoiriens sont encore au XXe siècle. Y compris tous les acteurs. Ils sont en retard par rapport à l'intelligence et à la mentalité des Ivoiriens. Parce que nous avons des institutions. Je prends l'exemple de la Constitution ivoirienne. La Constitution ivoirienne est calquée sur le modèle de la Constitution française. Mais quel est l'ancêtre historique de la Constitution française? C'est la Constitution de Weimar. La Constitution de Weimar, c'est la Constitution qui a permis à Hitler d'arriver au pouvoir. Et c'est cette même Constitution qui a inspiré la Constitution russe. C'est-à-dire que nous avons des constitutions aujourd'hui qui permettent l'émergence des extrêmes et qui permettent justement, qui empêchent les populations de pouvoir s'exprimer au maximum, puisque ce sont des constitutions qui font monter un homme, et cet homme-là, il a pouvoir sur tout, alors que de plus en plus, dans les populations civiles ivoiriennes, on voit ce besoin pour les Ivoiriens de s'émêler de leur vie politique. On voit tous les panels qui sont ouverts sur les réseaux sociaux où les gens se prononcent sur la situation. Donc on voit que les Ivoiriens veulent participer. Or, le système pyramidal de nos constitutions que consacre un homme providentiel ou un chef d'État empêche que les populations puissent participer, parce que dans ce type de constitution, quand vous n'avez pas de pouvoir, vous êtes impuissant dans l'action. Or, les populations veulent agir. Mais à quoi servir l'Assemblée nationale du coup? Exactement. Tu dis ça parce que l'Assemblée nationale est représentative des voix des populations? Oui, parce que là, encore une fois, si l'Assemblée nationale valait quelque chose, il n'y aurait pas eu les décentralisations. Et d'ailleurs même, pourquoi on a eu les décentralisations? C'est parce qu'on se rend compte que dans le cadre de l'État unitaire, il faut faire en sorte que le pouvoir ne soit pas centralisé. Or, avec l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle le système représentatif. Le monsieur, il représente. Mais le problème, c'est que le système représentatif, c'est quoi? C'est le fait que dans le cadre du système représentatif, on a un truc qui fait que les populations ne peuvent pas s'exprimer parce que les députés sont dans un parti politique. C'est avec Simone Veil avait critiqué les partis politiques à la base. Il disait que les partis politiques étaient antidémocratiques. Ce qui n'est pas faux. Parce que quand vous êtes élu sur la bannière d'un parti politique, vous ne parlez plus au nom de la population, vous parlez au nom du parti politique qui vous a mis là. Donc, encore une fois, nous sommes donc, ça veut dire que les institutions ivoiriennes, comme les institutions françaises aujourd'hui, comme les institutions de la plupart des pays dits démocratiques, je dis bien dits démocratiques parce qu'à mon humble avis, il n'y a pas de pays démocratique au monde, à l'exception de la Suisse. Dans la plupart de ces pays-là, en fait, les populations ne s'expriment pas. Ce sont les partis politiques, les bannières qui s'expriment à la place des populations. C'est bon à savoir, mais c'est une problématique tellement vaste que je ne vais pas m'engager dans cette voie. Je veux quand même toujours resserrer pour qu'on soit sur la réalité ivoirienne. On voit qu'il y a quelques mois de ces élections, on a vu la liste électorale provisoire qui a été donc publiée par la Commission indépendante et électorale indépendante. Et on a vu qu'il n'y avait pas le nom du président Laurent Gbagbo. Il n'y avait pas non plus le nom du président Charles Blegoudi, encore moins celui du président Guillaume Soro. Toi, lorsque tu as vu ça de loin, depuis le 17 mars 2025, qu'est-ce que cela t'a fait?
vu que tu t'intéresses au dossier ivoirien. Ouais, moi tout de suite j'ai dit, la Côte d'Ivoire retourne encore dans ses démons quand j'ai vu ça. Parce que si vous prenez en l'espèce M. Guillaume Soro, si vous prenez Charles Blé Goudé, vous prenez Laurent Gbagbo, vous avez à peu près 60% de l'électorat, voire 70% de l'électorat ivoirien. C'est-à-dire qu'on va partir, il y aura une castration d'une grande partie de la population ivoirienne qui ne pourra pas s'exprimer, qui se reconnaît dans ces figures. Qu'on les aime ou pas, ce sont des figures dans lesquelles les gens se reconnaissent. C'est la même chose, c'est ce qui est arrivé à M. Ouattara. Comme M. Ouattara avait beaucoup de partisans, il a fallu prendre une mesure exceptionnelle pour qu'il soit candidat. Donc, dans le fait que M. Babo, M. Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, pour moi, c'est tout que c'est la Côte d'Ivoire qui renoue avec ses démons. Mais quand je regarde dans le fond, je pense que M. Ouattara veut rester au pouvoir à vie. Voilà, ça c'est ce que je pense. Après, c'est mon franc-parler, hein, on peut me reprocher ce qu'on veut, mais M. Ouattara... Non, mais c'est ton analyse de la situation. Voilà. Hein. On te le concède. Voilà, M. Ouattara veut faire comme Houphouët-Boigny l'a fait, il veut faire comme Mobutu l'a fait. Bon, Mobutu n'est pas resté, il a été chassé. Il veut faire comme la plupart des vieux dirigeants africains ont fait, c'est-à-dire de mourir au pouvoir. Et ça, et pour cela, il sait très bien que, puisque nous savons que, par exemple, M. Ouattara aller aux élections avec M. Gbagbo, c'est périlleux pour lui, puisque déjà les élections de 2010, nous savons aujourd'hui, et ce que nous savons, il ne les a pas gagnées officiellement. Oui, mais ça c'est un vieux débat, mais après, chaque fois quand les gens ils disent le président Alassane Ouattara face au président Laurent Gbagbo s'est plié, on comprend, hein, c'est l'avis de beaucoup de personnes, mais lorsqu'on voit quand même pendant 15 ans, tel que le président Alassane Ouattara a dirigé la Côte d'Ivoire avec toutes les infrastructures, avec aujourd'hui, bon, je me suis amusé récemment lorsqu'on a envoyé une équipe des reportages à Korogo, de prendre les avis des populations. J'ai été marqué par l'avis d'un jeune qui disait, mais pour lui aujourd'hui quand même, lui il est à Korogo, il voit dans des villages où il y a des années en arrière, il n'y avait pas d'électricité, un monsieur comme ça qui envoyait l'électricité et il ne se voyait pas ne pas voter pour cette personne. Alors aujourd'hui, il a un bilan quand même qui parle à son actif, qui est à son avantage. Pourquoi est-ce qu'il gagne? Pourquoi est-ce qu'on dirait aujourd'hui qu'il n'a pas plus de chance face au président Laurent Gbagbo, dont certains trouvent le bilan très calamiteux? Alors, moi, la première fois que je retourne au Sénégal, je vais au Sénégal, c'était en 2016. En 2016, je mets les pieds au Sénégal. Je fais la rencontre de ma famille actuelle, ma famille adoptive du Sénégal, avec qui d'ailleurs on a construit une maison, ce qui fait que j'ai ma maison toute particulière au Sénégal. Donc, et quand j'arrive en 2016, c'était Macky Sall qui était au pouvoir. Macky Sall, il a continué les grands travaux d'Abdoulaye Wade. Ça n'a pas empêché que quand M. Sonko s'est levé, que les Sénégalais disent à Macky Sall de partir. Parce que la Bible a une phrase extraordinaire. L'homme ne se nourrira pas uniquement de pain, mais de toute parole venant de la bouche du Seigneur. Amen. Ce que les gens cherchent, c'est le souffle. Je vais vous dire une chose. Les gens aiment la liberté de s'exprimer, la liberté de pouvoir se sentir bien. Les gens aiment la dignité. Quand les gens sont niés dans leur dignité, tu peux leur offrir des montagnes d'or. Ils ne vont pas te reconnaître. Il y a des choses qui sont fondamentales. Tu penses qu'en Côte d'Ivoire, tous les flot au pied? Ah ben oui, bien sûr. M. Ouattara ne respecte pas la dignité humaine, il n'accepte pas l'opposition, il n'accepte pas les critiques opposées. La vie est excessivement chère, il ne prend pas ça en compte. Il a endetté la Côte d'Ivoire au-delà de tout ce qui peut être imaginable. Ça, c'est quelque chose qui, des natures, peut frustrer les Ivoiriens qui aiment leur pays. Parce que la dette, c'est pas moi qui le dis, tous les économistes vous le disent. La dette telle que M. Ouattara l'a mis ici la Côte d'Ivoire, elle est prédatrice. C'est ce qu'on appelle les dettes néolibérales. Elles sont prédatrices, c'est-à-dire qu'elles vont peser. J'avais pris l'exemple une fois de ce qui se passe dans le judaïsme traditionnel. Rapidement, c'est un petit exemple, mais qui vaut tout son pesant d'or. Dans le judaïsme traditionnel, il y avait ce qu'on appelle le jubilé. Et là, vous allez comprendre pourquoi le fait que la Côte d'Ivoire soit endettée, ça peut être de nature, ça peut être pour certains Ivoiriens qui comprennent, quelque chose de tout à fait choquant et blessant pour l'intégrité ou la dignité. Les Juifs, les jubilés, ça a lieu tous les 25 ans ou tous les 50 ans où on décidait d'annuler toutes les dettes. Parce que le mot dette, à la base, ça signifie péché. Donc, quand vous êtes endetté, ça veut dire que vous avez commis un péché. Ça veut dire que vous devez quelque chose. Quand vous commettez un péché, vous devez quelque chose à Dieu et vous devez payer ce péché-là. C'est ce qu'on appelle se repentir. Quand vous êtes endetté vis-à-vis de quelqu'un, ça veut dire que vous avez une dette vis-à-vis de vous-même. Et c'est ce qui se passe à l'espèce.
dans le cas espèce. Et cette dette-là, malheureusement, dans le cas espèce des Juifs, c'est annulé tous les 25 ans ou les 50 ans. Dans le cas espèce des dettes néolibérales, c'est à vie. C'est-à-dire que ça va peser sur les Ivoiriens, sur les enfants des Ivoiriens, sur les enfants des Ivoiriens. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir un coût sur la productivité, donc sur la valeur du travail, ça va avoir un coût sur un certain nombre de choses. La vie sera très chère en Côte d'Ivoire. Et pour un pays qui regorge autant de richesses, on peut se poser la question, pourquoi un pays, vous prenez la Suisse, qui ne produit même pas de cacao alors qu'on mange bien le chocolat en Suisse ou en France, les Ivoiriens sont en droit de se poser, mais pourquoi ne pas transformer tout ça sur place en Côte d'Ivoire? Pourquoi ne pas imaginer une économie alternative comme le Venezuela est en train de le mettre en place avec ce qu'on appelle la communalisation au Venezuela, qui est un modèle absolument pour moi qui est plein d'avenir. Non, on continue de rester dans un modèle occidental, archaïque, démodé, même sur lesquels les Français eux-mêmes souffrent. Les Occidentaux, les populations occidentales souffrent. On le voit aussi aujourd'hui en France, comment les dettes pèsent et tout. Puis, notamment, on prend encore l'exemple du franc CFA. Quand, en tant qu'Africain, vous pouvez imaginer qu'on dise à un Ivoirien ou à un Sénégalais ou à un Africain que la monnaie que tu utilises est fabriquée en France. Ou bien c'est la France qui décide, et c'est grâce à la France que votre monnaie est alignée avec l'euro. J'entends bien. En attendant d'évacuer tous ces grands sujets, on va vers la fin de cette interview. Là, on a dit le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, le président Charles Blé Goudé encore moins, le président Guillaume Soro, mais tout de même, pour la liste provisoire, on a vu le nom du président du PDCA, Tidjane Thiam. Selon toi, quelles sont ses chances de réussite au cas où il serait le seul candidat retenu face au président Alassane Ouattara? Alors, moi, ce que je crains, si Tidjane, parce que moi, à titre personnel, je ne vois pas de différence entre Tidjane Thiam et M. Ouattara. Voilà, je ne vois pas de différence. Mais en tant qu'observateur, moi, j'espère aujourd'hui une alternative. Quelque chose qui rompt. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, c'est une expression de Roger Garaudy, ce qu'il appelle les possibles inédits. Les possibles inédits, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait et qui est proposé. Ce que je m'attends, et quand je regarde les différents pays africains, c'est un leader qui s'élève et qui propose quelque chose d'inédit, qui fait que on passe d'un monde à un monde, ou d'une réalité à une nouvelle réalité. Et en l'espèce, M. Tidjane Thiam ne pourra pas, avec ce qu'il propose, je l'ai entendu, il reste dans une forme de continuité, avec des dogmes néolibéraux qu'on connaît. Et voilà, il ne change pas grand-chose en vrai. Et donc, il pourra battre M. Ouattara si les Ivoiriens décident que si par exemple, je touche du bois, M. Babo ne va pas aux élections, que les Ivoiriens qui sont frustrés parce qu'il faut qu'on en ait vaille que vaille Alassane au pouvoir, oui, les Ivoiriens peuvent aller voter pour lui, mais ça sera pour moi un vote non pas par conviction, mais c'est un vote par défaut. Ça a été le cas de François Hollande. Donc je me dis que même si M. Tidjane Thiam venait à battre M. Ouattara, ça serait un vote par défaut. Mais selon toi, lorsque tu parles de profil nouveau, quand tu regardes dans la sphère politique ivoirienne, tu vois quel profil nouveau qui trancherait véritablement avec tous les... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bah, donc, forcément, on fera avec les mêmes qui sont là. Exactement. Voilà. En tout cas, comme je disais, on était vers la fin de cette interview. La dernière question, ça reste un principe, un rituel quelque part sur le plateau d'actupeople.net. Si un message très très fort que tu voulais faire passer, déjà, je voulais te dire grand merci. Merci de t'être déplacé, d'être venu jusqu'à nous à Nantes pour cette interview. Et surtout d'éclairer en tout cas les millions de personnes qui vont regarder cette interview par rapport à tes motivations, tes missions dans... tous les programmes que tu es en train de suivre et surtout dans l'intérêt que tu accordes particulièrement à la Côte d'Ivoire. S'il y a un message très très fort que tu aurais aimé faire passer à la faveur de cette interview, tu as la caméra de Arnaud pour faire passer ce message. Je parlerai plus pour les Africains d'une manière générale. Je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui de demander au monde de se plier à la volonté de l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique est le terrain où se trouvent les richesses indispensables pour le monde de demain. Donc, à mon humble avis, c'est l'Afrique qui peut fixer les règles du jeu. Et pour que l'Afrique fixe les règles du jeu, l'Afrique a besoin de leaders, d'hommes politiques et de femmes politiques indépendants. Mais vraiment qui ne soient pas la solde de quelques missions extérieures, qui sont capables de se dresser et de dire envers et contre tout, comme le fait Maduro ou comme l'a fait Chavez en avant au Venezuela. Je prends toujours l'exemple du Venezuela parce que pour moi, c'est un exemple extraordinaire. Je pense que c'est ce qu'on peut dire. Et j'ai terminé mon dernier message, c'est que quand je demande la mise en place d'un tribunal pénal international, je précise,
aucune haine quelconque contre qui que ce soit. C'est très important de le dire. Au contraire, moi, quand je lance le tribunal pénal international, je trouvais que le comportement de Nicolas Sarkozy vis-à-vis des Ivoiriens, c'est un comportement méprisant. Et au-delà des Ivoiriens, c'est un comportement méprisant pour tout le monde. Le fait qu'on ait pris une résolution, que la France même parle au nom de beaucoup de pays africains, pour moi, c'est tout ça de l'ordre du mépris. Et c'est pour ça que je me dis qu'avec un tribunal pénal international, tous ces acteurs externes qui ont participé du malheur des Ivoiriens, y compris aussi, et qui ont collaboré avec des acteurs internes en Côte d'Ivoire, on pourrait pouvoir comprendre tout ça et puis sortir définitivement de la spirale infernale. Voilà. On pourrait dire de toi, tu es en quête de vérité, tu es en quête de justice. Ouais, je pense que j'étais un peu marqué par Socrate. Parfait. Ouais. Bah, on ne pourrait pas ne pas terminer par un grand. Bah, François Boumard était l'invité d'ActuPeople.net. Avec lui, comme je l'ai dit en dernier mot, hein, vous avez vu en face de vous un justiciable, quelqu'un qui est dans une recherche effrénée de vérité, de justice quelque part. Aujourd'hui, ça a été le cas. Il a marqué, en tout cas, cet intermède sur le plateau d'ActuPeople.net, histoire pour lui de faire connaître ses motivations, et il a bien resserré les choses à la fin. La demande de la mise en place d'un tribunal pénal international pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est dans une certaine quête de vérité, et pour lui, de sorte à ce que tous les acteurs, qu'ils soient externes ou internes à cette crise, puissent en tout cas faire révéler cette vérité absolue quelque part pour que justice soit faite. Moi, j'ai pris plaisir en tout cas à l'avoir sur le plateau. Je vous dis encore des grands merci. À très bientôt pour une autre interview sur ActuPeople.net. C'était Guillaume Vergès pour vous servir. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ciao. Merci.